le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs, une autre du podcast de François René, 18 février aujourd'hui. Évidemment, l'anniversaire d'un grand du cinéma américain aujourd'hui, John Travolta. John Travolta, surtout les années disco, ça se souvient. Hein? Saturday Night Fever avec le bras en l'air. Grease, les bonnes années pour lui, 78-80. Un jeune homme qui était vedette vraiment internationale. Grosse star, comme on dit. Monsieur Travolta, c'est sa fête aujourd'hui, 111 ans. Mais dans mes souvenirs, j'ai une visite à Paris en 1981, la première Olympia de Coluche. Ça, c'était quelque chose. Et Coluche est mort quelque temps après. Michel Colucci, de son vrai nom, parce qu'il était français, mais d'origine italienne. Michel Colucci, humoriste, un homme d'un grand cœur aussi. C'est lui qui avait fondé les Restos du Cœur pour les démunis en France. Et ça a duré et ça persiste toujours, heureusement, pour les milliers de personnes qui en profitent encore aujourd'hui de l'œuvre de Coluche. Alors, Michel Colucci, donc, va mourir au mois de juin 86. Un accident sur la route. Il avait une Honda 1100, là, quelque chose d'assez fort, assez puissant sur la route. Et puis, il y a Je me demande si c'était pas une caravane ou quelque chose comme ça, un camion en tout cas, qui l'a frappé de plein fouet. Et il est mort à cause de cet accident sur la route, évidemment, au mois de juin 86. Ça a été finalement une grande vedette en France, un homme très précieux pour les Français, un homme extrêmement charitable également, mais ça a duré peu de temps à cause de sa mort si rapide sur la route cette fois-là. Et un autre qui est mort cette même journée, mais là, dans un monde complètement différent et dans une autre époque, évidemment. Mais des fois, on se demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans toute l'histoire de l'humanité qu'on aurait aimé rencontrer? Au moins une fois dans notre vie. Et c'est le cas de ce monsieur mort le 18 février 1564. Vous me direz que c'est très loin, plus que la moitié du 16e siècle, mais je parle du plus grand artiste peut-être de tous les temps, peinture-sculpture en particulier, Michelangelo Buonarroti. Buonarroti, on ne le dit pas souvent, on l'appelle Michelangelo, tout simplement, Michel-Ange. C'est lui qui a peint la chapelle Sistine pendant 4 ans, de 1508 à 1512, pendant 4 ans, presque comme esclave du pape Jules II, qui était un Florentin, parce que quand Jules devient pape à Rome, il trouve que la chapelle Sistine est un peu fade, pas beaucoup décorée. Il ne ressent pas d'émotion. Lui qui est un Médicis, les Médicis, c'est la famille des ducs de Toscane, et ils sont très près de l'art et de la culture. C'est eux qui, avec Leonardo da Vinci et puis Michelangelo, vont créer ce qu'on a appelé la Renaissance italienne. Donc, tout ça, c'est très, très important. Florence, qui est une ville exceptionnelle, on en a déjà parlé, une ville que je dis, moi, toujours, musée à ciel ouvert, comme ça qu'on l'appelle. Alors donc, il arrive pape à Rome, ce cardinal florentin, de la famille des Médicis. Et dans la chapelle Sistine, il la trouve donc terne, peu colorée, et il se dit, je connais quelqu'un chez nous, dans ma ville, à Florence, qui pourrait être celui qui viendrait complètement orner cette chapelle
terne qui pourrait devenir si belle et si magnifique après son passage. Il va donc demander à Michel-Ange ou Michelangelo de descendre à Rome et puis il lui demande de peindre le plafond de la chapelle, si extraordinaire, œuvre d'art par excellence de tous les temps et du monde entier. Et il le fera pendant 4 ans. Couché sur un échafaud, à bout de bras, peut-être à 20 pouces du plafond, il va peindre toutes ces scènes bibliques magnifiques que l'on peut voir et admirer quand on est dans la chapelle Sistine et qu'on la voit magnifique devant nous, quand on y est à l'intérieur au centre et qu'on voit le plafond de Michel-Ange. C'est extraordinaire. C'est un des moments les plus émouvants de notre visite à Rome. Michelangelo a fait ça pendant 4 ans, donc. Avant ça, à l'âge de 25 ans seulement, il avait déjà sculpté la Pietà. La Pietà, c'est la Vierge qui reçoit sur ses genoux son fils mort descendant de la croix. Et cette œuvre magnifique, elle est juste à l'entrée de la basilique Saint-Pierre de Rome. Quand on rentre dans la basilique, tout de suite à droite, elle est là, la Pietà de Michel-Ange, qu'il a fait donc en 1500, puisqu'il est né en 1475. Il avait donc 25 ans quand il fait la Pietà. Plus tard, il va faire son fameux David, qui est l'emblème quelque part de la ville de Florence, le fameux David de Michel-Ange, que vous connaissez tous, évidemment. Et puis, il fera ensuite le Moïse. Il fera dans l'autre église de Sainte-Marie de la Minerve, Soupra, au-dessus de la Minerve, une autre église où il y a un magnifique Michel-Ange, un Christ qui tient sa croix dans la main parce qu'il n'a jamais voulu faire le Christ en croix. Donc, c'est Jésus, mais il tient un morceau de bois, une partie de sa croix dans les mains, mais il n'est pas crucifié comme tel. Le Moïse de Michel-Ange, une autre pièce absolument magnifique. Quand on fait Rome, je fais toujours une journée sur les traces de Michel-Ange pour voir durant la journée toutes ses œuvres. Le Moïse de Michel-Ange, c'est un tombeau qu'avait commandé le même pape, Jules II, qui avait dit à Michel-Ange, « Je veux que tu sculptes ma pierre tombale, mon tombeau. » Il est magnifique, ce tombeau, sur 2 étages. Et on l'a installé dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Rome. Saint-Pierre-aux-Liens, Vicoli, qu'on dit en italien, c'est comme, je pourrais dire, des chaînes, hein? Des chaînes de Saint-Pierre. On les a conservées, d'ailleurs, au moment où Néron le fait arrêter en l'an 67, et qu'on va le mettre à mort, le crucifier, lui aussi, Saint-Pierre, la tête en bas, parce qu'il ne voulait pas, comme le Christ, être crucifié de la même façon. Et les chaînes de Saint-Pierre, quand les Romains l'ont arrêté pour l'emmener à Néron, on va les conserver à travers les siècles. Et encore aujourd'hui, ces chaînes qui ont servi donc à attacher Saint-Pierre, les liens qu'on peut appeler, Vicoli, eh bien, ils sont sous l'autel de cette église qu'on appelle Saint-Pierre-aux-Liens. C'est toute une journée, croyez-moi, lorsqu'on fait cette tournée, si vous voulez, sur les traces de Michel-Ange. Alors, pour ça qu'aujourd'hui, comme il est mort le 18 février, en 1564, né en 1475, il est donc mort à 89 ans. Alors ça, ce sont toutes ces sculptures qu'il a faites, plus la chapelle Sistine qu'il a peinte, le plafond au complet et une fresque magnifique tout au bout, qui est le Jugement dernier de Michel-Ange. En plus, il a fait d'autres œuvres importantes, évidemment, mais celles-là sont celles qui retiennent notre attention le plus, avec la coupole, bien sûr. Ça, c'est incontournable. La coupole de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et il a
il a écrit tout autour, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, avec en bas les restes de Saint-Pierre, en dessous de l'autel papal. Et puis, il y a cette magnifique coupole de Michel-Ange qu'on peut admirer lorsqu'on est à l'intérieur de la basilique, juste en haut de l'autel papal. Alors, comme vous voyez, c'est un homme qui a vraiment marqué ma vie de par ses œuvres. J'ai tellement lu, je me suis tellement informé sur lui. J'ai vu tous les documentaires et les films qu'on pouvait voir sur ce grand artiste. Je pense aujourd'hui, et quand je vais à Rome, je le dis à mes gens qui visitent Rome avec moi, aujourd'hui, vous allez passer une journée dont vous vous souviendrez à jamais. Parce que nous allons passer cette journée sur les traces du plus grand artiste de tous les temps. Et voilà quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer dans ma vie. On a tous quelqu'un, on dit, ah, lui, ou elle, cette personne, j'aurais aimé passer du temps avec elle. Mais ça n'arrive pas. C'est dans nos rêves les plus fous, c'est dans une idée qui ne se réalisera jamais, évidemment. Certains pourraient vouloir rencontrer Jacques Cartier qui a fondé le Canada, ou peut-être le président Kennedy plus près de nous. Ce sont des hommes qui ont tellement marqué leur temps, leur histoire, le monde et toutes les histoires du monde et de toutes les époques. Mais moi, personnellement, c'est Michel-Ange. Et tantôt, je regardais rapidement mes petites notes. Coluche, je savais. Et j'ai vu Michel-Ange. J'ai dit, ben oui, 1475 et 18 février 1564. Il n'a pas pu terminer à 100% la coupole, soit dit en passant. C'est son homme de chantier, un autre grand artiste, Raffaello. Et quand il est décédé, on a M. Michel-Ange lui-même, on a dit, mais maître, on l'appelle maestro, qui va terminer votre œuvre? La coupole qui n'est pas encore complètement terminée à Rome. Et il avait eu ces dernières paroles qu'on connaît encore aujourd'hui, puis dont on se sert à l'occasion quand vous entendez quelqu'un dire « Depuis longtemps, l'élève a dépassé le maître. » Hein, c'est une expression. Quand quelqu'un te remplace, quand quelqu'un vient terminer ton travail, et puis qu'il est aussi bon que toi et peut-être meilleur, parce que tu l'as formé à ta façon et tu lui as donné tous les conseils. Alors, quand Michel-Ange va mourir, tout le monde est inquiet parce que la coupole de Saint-Pierre n'est pas terminée. Et c'est là qu'il va dire cette fameuse phrase. C'est Raffaello, mon homme de chantier, le maître d'aujourd'hui, qui va terminer le travail parce que depuis longtemps, l'élève a dépassé le maître. C'est quand même quelque chose. Alors voilà, Michel-Ange, Michelangelo. C'est tout un artiste, croyez-moi. Si un jour, vous voulez faire un voyage unique, c'est la ville éternelle. C'est Rome, bâtie sur cette colline. Moi, j'y vais chaque année, 2 fois par année, quelquefois 3. Certaines années, je suis allé à 4 reprises sur différents voyages, avec des croisières également. Et je peux vous dire que la chapelle Sistine, les œuvres de Michel-Ange, la coupole de Saint-Pierre, toute son œuvre, c'est absolument unique au monde, à s'en souvenir, et c'est pas pour rien qu'ils ont à la chapelle Sistine 7-8 millions de visiteurs chaque année, qu'on va dans la basilique Saint-Pierre voir sa coupole, sa Pietà, et à Florence, son David. Alors c'est quelqu'un d'absolument marquant, non seulement de son époque, non seulement de son pays, de son continent, mais de toute l'histoire de l'humanité. Michel-Ange. Michelangelo Buonarroti. Voilà. 1918, dans une autre époque, un Français prenait son premier envol en hélicoptère, quand même digne de mention. Premier vol ou premier décollage en hélicoptère en France. Et puis également, un monsieur qui est décédé en 67, le 18 février. On ne le connaissait pas beaucoup, mais depuis le film
d'il y a quelques années, je crois que c'est l'an passé, qui a été oscarisé à plusieurs reprises. Ils en ont gagné 7-8 Oscars. C'est l'histoire d'Oppenheimer, qui est en réalité le créateur de la bombe atomique. Et le film a fait beaucoup jaser. Le film a été vu par des centaines de milliers de personnes et a remporté de très nombreux prix. Alors, c'est quand même digne de mention aujourd'hui, Oppenheimer, qui est mort en 67, le 18 février. Et à vous également, si c'est votre fête, bien, bon anniversaire également. Parce qu'on ne peut pas, tous les jours, ne pas oublier de souhaiter bonne fête à nos amis, à tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Un peu plus de 15 minutes déjà de passé, plus longtemps que je devais le faire, mais je me suis laissé emporter un peu par cet artiste hors du commun, unique au monde, qui est Michelangelo. On va faire une pause là-dessus, mesdames, messieurs, parce qu'on a toute une émission à vous présenter aujourd'hui. Et on poursuit l'émission en vous parlant cette fois du tournoi international de hockey Pee-Wee. Tous les snowbirds ici en Floride m'en parlent comme on rencontre. Allez-vous en parler un de ces jours, un de ces matins? Est-ce que ça a bel et bien lieu? Comment ça marche cette année? Bon, etc. Le mieux pour nous en parler, c'est notre prochain invité, puisqu'il est là depuis de nombreuses années. C'est le président du tournoi de hockey Pee-Wee de Québec, M. Michel Plante, qui est avec nous. Bonjour, Michel. Ben, bonjour, M. Rény. Ça me fait plaisir d'être encore avec vous. On commence à être habitué. On fait plusieurs fois, on ne les compte pas, tous nos rendez-vous. C'est tout le temps en plein hiver, par exemple. D'habitude, je suis avec vous dans la froidure. Là, j'étais au soleil. Mais vous savez comment les snowbirds s'intéressent au tournoi. C'est extraordinaire. Ça fait partie de nos gènes. Ah oui. Quand vous me dites ça, je ne suis pas surpris, mais je suis toujours content parce que ce tournoi-là existe depuis 65 ans. Il a été bâti par des gens de Québec, il a été bâti par des passionnés. Et vous savez, ça m'a fait que des gens de tout âge nous en parlent. Moi, je vais dire un mot que je ne devrais peut-être pas dire à la TV, mais je capote tout le temps. Ben, c'est correct, ça. On peut capoter de temps en temps sur des belles affaires comme ça. Ça vaut la peine. Oui. Alors, le tournoi est en cours actuellement. C'est un des beaux tournois organisés cette année. Et puis, c'est le plus célèbre au monde, le plus connu. Hein? Effectivement, on est le plus prestigieux. Oui. Même les gens qui ont fait la Ligue nationale, qui ont gagné la Coupe Stanley, viennent ici. Ils ne gênent pas pour dire que dans leur meilleur souvenir, le tournoi Pee-Wee. C'est sûr que le tournoi Pee-Wee, ça ne bat pas une Coupe Stanley. Les gens ont travaillé toute leur vie. Mais ils disent que c'est dans leur meilleur souvenir. Mais je tiens à dire aussi en même temps que pour les jeunes de 11, 12 et 13 ans, c'est leur Coupe Stanley. Parce que ce n'est pas tous les jeunes. Il y en a seulement un petit pourcentage. Mais eux autres, ils mettent de l'effort, ils mettent du temps, ils changent leurs habitudes. Ils veulent venir au tournoi Pee-Wee. Fait que c'est un petit peu pour ça. Ben, c'est beaucoup pour ça qu'on fait ça. Oui. Puis, vous parlez des joueurs de hockey dans le temps, ceux d'aujourd'hui qui se rappellent leur jeunesse. Écoute, il y a des noms, les plus prestigieux, les Gretzky et les autres, qui sont passés par le tournoi de Tiggy Lafleur et tous les autres. Ouais. Exactement. Des noms comme ça, on en a comme, je pense, c'est 1800 qui sont passés par le tournoi. Et là-dessus, il y a toutes sortes de joueurs. Il y a les grands joueurs, puis il y a tous les autres joueurs qui ont fait une belle carrière, mais en même temps, il y a plein de gens qui, grâce au sport, plein de jeunes qui, grâce au sport, ont fait une très, très, très belle carrière dans leur milieu, eux autres. Oui. C'est un petit peu grâce au sport, pas grâce au tournoi Pee-Wee, mais le tournoi Pee-Wee, on est comme un morceau de casse-tête qu'on rajoute à tout ça. Absolument. Ça fait, je disais en tout début d'entrevue, c'est comme dans nos gènes, les gens qui nous en parlent, même s'ils ont un petit peu déracinés de l'hiver, ils se retrouvent ici en Floride, et puis ils savent, le mois de février arrive, c'est le tournoi de Pee-Wee, c'est plus fort que nous autres. On est fiers. Quand moi, j'écoute les nouvelles, je suis un peu les matchs, un peu les résultats en fin de soirée, je suis tellement content de voir qu'après 65 ans, vous avez cette vigueur, cette jeunesse, que j'oserais dire encore, et qu'on en soit aussi fiers après toutes ces années. Écoutez, tournoi Pee-Wee, on a vécu beaucoup d'histoires, puis toutes des belles histoires. C'est sûr que des fois, il arrive des histoires qui sont moins drôles, mais dans les belles histoires qu'on a vécues, vous savez, quand ça a commencé en 60, c'était au Parc Victoria. Puis ça, ils sont emmenés au Colisée la même année parce qu'il y avait trop de monde. Monsieur Bolduc, hein?
le fondateur, je me souviens, moi, j'étais petit gars, de l'âge des Pee-Wee en 1960. Et puis, c'était M. Bolduc, hein, qui était le. Exactement. Ouais. M. Bolduc et toute son équipe. Écoutez, M. Bolduc est rentré, ils ont fait grossir le tournoi. Aujourd'hui, là, on ne fera pas de cachette, on ne pourra pas repartir un tournoi comme ça. Quelqu'un qui le fait doit être sûr de son coup et les risques sont quand même élevés. Mais il y en a beaucoup parce qu'il y a plus de passionnés encore. Sauf que dans le temps, quand ils l'ont parti, ils sont allés au Colisée. Et du Colisée, ils l'ont transféré à la gang à M. Légaré, qui étaient aussi des passionnés et des gens de hockey. Et de là, ils nous l'ont transféré à nous. Et nous, on a transféré au centre Vidéotron. Mais tout le long de ce processus-là, dans toute l'histoire du tournoi Pee-Wee, il y a une chose qu'on a voulu conserver. Et c'est l'ADN du tournoi Pee-Wee qui part de M. Bolduc, qui passe par l'équipe à M. Légaré, puis qui s'en vient avec notre équipe à nous autres. Fait que c'est ça qu'on a voulu garder. Quand vous parlez des jeunes, là, et si vous saviez à quel point c'est important pour le tournoi Pee-Wee de conserver ce que l'histoire nous a appris pour l'ADN. Oui, vous avez une belle historique, vous avez une belle histoire. Vous avez également, bon, des gens importants qui sont passés par là et des bénévoles qui, j'imagine, continuent de vous aider parce que dès le début, c'était une histoire de bénévoles, puis je pense que ça l'est encore aujourd'hui. C'est notre 65e édition. Et j'en ai un, entre autres, qui a 64 ans de bénévolat avec nous autres. Imagine. Et à partir de là, j'en ai plein que je vois, puis là, on va les voir parce qu'on est. On a eu le montage, on a eu le tournoi qui est en cours. Et suite à ça, ben, tout le monde vient de me voir. Tu sais, Michel, ça fait tant d'années que je suis là, 17, 18, 19. Notre force, là, notre force, après les jeunes, après l'histoire du tournoi, notre force, c'est sans aucun doute nos bénévoles et l'implication qu'ils ont. Puis vous savez, on leur en demande parce que c'est pas n'importe qui peut devenir bénévole. Oui, n'importe qui peut être bénévole, mais on a quand même certaines obligations face à nos bénévoles. Et écoutez, ils les surpassent. On est très gâtés avec les bénévoles qu'on a. Si on parle de plusieurs centaines, là. C'est pas 50, 60 personnes. C'est dans les 500-600 d'habitude, hein? Oui, oui. Puis en tout, on a à peu près entre 1200 et 1400 par année. Imagine. Si on inclut les familles d'accueil. Parce que les familles d'accueil qui sont là pour héberger des jeunes Pee-Wee, là, c'est un job, là. Oui. Et eux autres, ils sont impliqués là-dedans, mais ils ont du plaisir. Les histoires, des belles histoires qu'ils nous content là-dessus, c'est formidable. Ils reviennent d'année après année. J'en ai qui sont là depuis 25, 30, puis 35 ans. Et on a un renouvellement. On a des nouvelles familles. On a... Écoutez, on est en santé parce qu'on a des bons bénévoles qui sont là. Et il y en a qui veulent être bénévoles dans notre organisation, puis on les refuse, pas parce qu'ils sont pas bons, parce qu'on n'a pas de place. À ce point-là, ah ouais. On n'a pas de problème à ce niveau-là. C'est sûr qu'on fait des remplacements, on s'assure que tout va bien aller, on fait une évaluation du risque parce que, qu'on le veuille ou pas, même moi, je ne serai pas là encore 10-15 ans. Là. Fait qu'il faut qu'on regarde ça tranquillement. Oui. Il faut penser à la relève tranquillement, pas vite. Mais vous êtes tout jeune encore, Michel, il n'y a pas de problème. Ben oui, on veut vous je suis garder encore plus là pour un bout. longtemps. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une belle ville, Québec, pour ce genre d'événement. La preuve, vous êtes là depuis 65 ans. Il fallait que le monde de la ville embarque dans cette histoire, les autorités de la ville aussi. Tout le monde a mis l'épaule à la roue là, pour que ça marche. Vous savez, tantôt, on parlait de l'histoire, on parlait de ceux qui ont créé, ceux qui l'ont continué, ont été embarqués. On parle des bénévoles. L'autre partie du casse-tête qui est plus qu'important, c'est réellement les gens de Québec. Puis c'est tous nos partenaires. On parle des gens de Québec parce que si les gens de Québec ne s'intéressent pas à l'événement, on va le tenir n'importe où, cet événement-là, et ça ne sera pas plus. Absolument. Mais les gens de Québec, là, c'est eux autres, cet événement-là. Là. Les gens de Québec nous ont pris sur leur... Comment je pourrais dire? Ils nous amènent avec eux autres. Ouais. Ils nous amènent, ils nous transportent. Quand je vois le centre Vidéotron qui est plein pour voir des jeunes jouer de 12-13 ans, et moi, je me dis, on est chanceux parce que c'est à nulle part ailleurs, on va avoir ça. C'est seulement à Québec qu'on peut le voir. Et ça, on est conscient de ça. Oui. Je ne sais pas si vous avez encore les mêmes objectifs, Michel, mais je me souviens dans le temps, vous parliez toujours de plus ou moins 200 000. C'était comme l'objectif, le montant de personnes que vous vouliez avoir. C'est ça. Nous, on veut avoir au moins 200 000, mais comme dans les années passées, on va plus dans le 226 000, 235 000. Ah, vous le dépassez maintenant? Ah oui, oui, on est capable de le dépasser. Sauf qu'on est toujours en lien avec la température. 2-3 tempêtes dans les 12 jours, ça change un peu
la donne. Effectivement. Mais on est toujours satisfait. C'est une réussite à tous les fois. Je vous dirais qu'au niveau montage opérationnel, on est en voiture. Oui. C'est ça qui compte, que ça soit bien organisé. Parce que c'est un travail de 12 mois par année, là. Vous n'avez pas commencé hier, même si ça fait quelques jours que ça a commencé, là. L'équipe qui est là, l'équipe à Patrick Donc, qui travaille à créer cet événement-là, là, eux autres, là, aussitôt que le tournoi est terminé, ils recommencent déjà à penser à l'autre. On va fermer celui qu'on vient de faire, mais ils sont déjà engagés dans ce qu'on s'en vient l'autre. Puis je vous dirais que même avant que le tournoi commence, ils étaient déjà en train de penser. Fait que, non, c'est de toute beauté de voir le travail que ces gens-là font, là. Oui. Moi, j'ai la plus belle job, je les regarde aller. Vous voyez ça de haut, vous contrôlez toute l'affaire. C'est une grosse job quand même, Michel. Oui. Parlons du tournoi. Parlons des Oui. équipes, des pays représentés, là. Qu'est-ce qui va se passer sur la glace, là, dans les prochains jours? Ben, vous savez, nous autres, on est réellement avec. On ne peut pas avoir plus d'équipes que ce qu'on prend là présentement. On est à 120 clubs et ça reste à 120 clubs. Mais cette année, les 120 clubs viennent de 17 pays. Écoutez, l'Angleterre, l'Autriche, la Chine, la Corée du Sud, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Hongrie, le Japon, le Kazakhstan, la Pologne, la Tchéquie, C'est la incroyable. Roumanie, la Slovaquie, la Suisse. Je suis obligé de le lire parce que je ne serais pas capable de le retenir. Ben, je comprends. Écoute, quand on dit international, lorsqu'on parle de notre tournoi de hockey, puis oui, la preuve, tous ces gens qui sont là, qu'il faut faire venir, qu'il faut loger, qu'il faut nourrir pour avoir toutes les installations pour ces gens-là, c'est énorme Exact. comme travail. Ah oui, c'est un job à temps plein, comme vous disiez tantôt. Oui. C'est énorme. On a une équipe qui est rodée, une équipe qui est habituée, une équipe qui est performante. Oui, c'est ça. Pour être capable d'inviter tous ces gens-là, et je sais qu'il y en a plusieurs qui peuvent, vous le dites, 120, on arrête là. Il y en a beaucoup qui sont déçus, qui voudraient venir des États-Unis ou d'ailleurs, puis il n'y a pas de place. 200. 200. Ouais. Et vous savez, on ne trouve pas la solution parce qu'il faudrait qu'on fasse le tournoi sur 3 semaines. Et là, si on Ouais. fait ça sur 3 semaines, c'est brûlant pour tout le monde, puis c'est impensable de faire ça sur 3 semaines. Ouais, Fait que, parce que les gens veulent jouer au centre Vidéotron aussi, là. bien sûr. Fait que c'est là qu'ils veulent jouer. Fait qu'on peut pas. On est maximum avec ce qu'on fait là. Oui. Mais c'est déjà beaucoup ce que vous faites. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des équipes comme d'habitude, les petits remparts, les petits Canadiens, les petits Nordiques, ça existe encore dans le tournoi? Là? Qu'est-ce que c'est les équipes du Québec? Tout le temps. On a une équipe qui représente les remparts, on a une équipe qui représente les petits Canadiens, on a une équipe qui représente les anciens Nordiques. Donc, on prend ça dans notre pays, dans nos régions et on fait des équipes avec ça. Alors ça, c'est bien parce que ça donne une petite compétition qui est très saine, mais qui est intéressante parce que c'est des jeunes du coin, du pays. Et l'implication qu'il y a avec les remparts, quand les jeunes viennent pour faire un entraînement avec les remparts, qui voient ces joueurs juniors majeurs-là qui se donnent avec eux autres, de toute beauté, les petits Nordiques aussi, c'est des anciens joueurs des Nordiques qui sont ici dans la région ou qui organisent quelque chose avec eux autres. C'est de toute beauté. Oui. Est-ce qu'il y a quelques-uns des joueurs connus là, qui vont venir saluer vos Pee-Wee cette année dans les anciens de la Ligue nationale, par exemple? Effectivement, on a les frères Stachny, Anton et Peter Stachny qui Ah vont oui, venir Peter va venir. ici, qui vont venir signer des autographes au Grand Marché aussi, qui vont faire une présence, c'est-à-dire au Grand Marché. Et on a aussi Peter Forsberg qui va être là, on a Joe Thornton, on en a plusieurs. Extraordinaire. Surtout Peter Stachny qui se déplace, mais qui vient Oui, encore au tournoi Pee-Wee. Ben, ça va attirer du monde, évidemment. oui. C'est très, très C'est important. toujours winner, puis ils aiment ça revenir. Ils En aiment ça. plus, Oui. Ils ne sont pas, quand ils peuvent, quand ils ont Oui. de la disponibilité, ils sont bien contents. ils se Puis font vous pas savez tirer aussi, là. on a des mascottes. On a des mascottes des équipes de la Ligue nationale qui vont être avec nous autres. Vu que c'est la Coupe des 4 nations, il y a plus de disponibilité. Fait que là, on a 7 mascottes qui viennent de la Ligue nationale. Ah, ben Et c'est je vous nouveau, dis, ça. quand ils sont là, il y a de l'atmosphère dans le centre Vidéotron. Ça crie, ça chante, c'est content. Les jeunes aiment ça. Parce que vous savez, oui, il y a un spectacle sur la glace, mais on aime ça dire que c'est un événement aussi. On veut créer un événement. Vous savez, on a fait des fins de semaine thématiques où on était au Carré Diouville, la place Diouville, où on avait des événements, là, les trophées, des mascottes aussi. Cette année, bon, on a ça. On va aussi avoir le Royal 22e Régiment qui va venir jouer de la musique parce qu'on a une journée qui va être la journée des vétérans.
qui va avoir lieu le 19 février. Donc, c'est réellement rendu un événement. On est partout dans les régions, partout dans la ville, dans la grande ville. On est là, on a des activités un petit peu partout. Parce que pour que ça soit un événement, oui, la glace, mais il faut qu'il se passe de quoi dans les gradins aussi, c'est ça, hein? Exactement. Et ça, ben, L'ambiance là, qu'on retrouve au tournoi. ça a toujours été comme ça un peu. Mmh. Puis nous autres, on s'assure de continuer à créer. Vous savez, moi, je me rappelle quand on était jeune, là, puis on allait au tournoi. Parce que moi, j'étais un petit gars de Limoilou, donc je venais au tournoi très souvent. Oui. Une des activités, c'était de venir, puis on arrivait à 5 heures du matin, puis on amenait nos lunchs pour voir ça. C'est vrai, Donc, j'ai fait ça moi-même. Apporter les sandwichs, puis on passait la journée au complet au Colisée à c'est ça. l'époque. Puis, Ouais. alors que les règles n'étaient pas pareilles, parce qu'avant, on s'assisait même dans des escaliers pour être capable. Alors qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire, ça. Non. Les services d'incendie refuseraient ça. Et avec raison. Mais il reste que il y a plein d'histoires qui ont été de même et qu'on essaye de continuer. C'est pour ça que le Centre Vidéotron est réellement une bonne aide pour nous autres, là, parce qu'ils permettent aux jeunes de pouvoir amener leur lunch, mais pas de choses en vite. Là. Oui. Donc, permettre d'amener le lunch. On peut continuer à jouer au mini-hockey, mais en faisant attention quand même, en faisant attention. Mais des activités qu'on faisait au Colisée, on a réussi à les ramener ici. C'est formidable. Même si aujourd'hui, tout est plus sévère au niveau des lois et puis tout est plus strict, c'est normal aussi. En Oui. terminant, est-ce qu'il y aura des droits de télévision que vous avez accordés? Est-ce que les gens, par exemple, en Floride ici, Oui. si ce n'est pas en direct, dans les prochaines semaines, pourront voir quelques matchs des Pee-Wee? Oui, et ça, c'est le fun que vous en parliez parce que j'invite les gens à aller sur Oui. notre site web du tournoi Pee-Wee. Vous allez voir à peeweetv.com, vous allez voir qu'il y a différents forfaits. Vous avez un club que vous voulez suivre. Je crois, écoutez, le prix, là, ça se peut que je me trompe, là, mais allez voir sur notre site. Il y a un prix pour suivre des TV, pour suivre une équipe en particulier que vous voudriez voir. Ah bon? Il y a un prix aussi pour y aller au match. Et nous, tous les matchs vont être retransmis sur le web. Ah ben ça, c'est nouveau, ça. Et ben, on les avait toujours retransmis sur le web, mais là, on a changé cette année. Ce qu'on a rajouté cette année, c'est que c'est plus seulement les matchs qui sont au centre Vidéotron, mais ça va être les matchs qui vont être au pavillon de la jeunesse. Ah, Ceux en qui sont plus. au pavillon de la jeunesse, ben, au pavillon Guy Lafleur, excusez-moi, au pavillon Guy Qu'on Lafleur, appelle maintenant, ben oui. exactement, c'est tous ceux qui perdent leur premier match ont la possibilité de continuer le tournoi au pavillon Guy Lafleur. Donc, en continuant leur tournoi là-bas, s'ils gagnent jusqu'à la finale, jusqu'à leur dernier match là-bas, ils peuvent revenir jouer la finale au centre Vidéotron. Ah, ben c'est bien, ça. Ça encourage les Donc, gens, ça en nous tout cas. motive encore plus à faire tout ça. Oui. Alors, ça veut dire que nous autres, même quand on n'est pas à Québec en ville, là, comme en Floride ici, on pourra vous voir et vous suivre sur le web. Et vous avez tous les matchs au complet, une équipe en particulier ou à la partie. OK, ben ça, c'est une belle façon de terminer l'entrevue parce que je suis sûr qu'on apprend des choses à bien des gens. On ne pensait pas. Moi, je me disais que peut-être plus tard, des fois, sur des réseaux, TVA Sport ou RDS, je ne sais pas, je pense que c'est TVA Sport, qui présente des matchs, même si on est plus tard en saison. Mais là, C'est vous ça. me dites qu'on les voit presque en direct maintenant. Exactement. Mais en plus, vous allez avoir TVA Sport qui va reprendre les parties des finales Pas plus comme tard. il se faisait tout le temps. Là. Ouais. Ben écoutez, salutations à toute l'équipe. Bonjour de la Floride et je vous souhaite une belle fin de tournoi, que ce soit rempli, plein d'ambiance et beaucoup de succès d'ici le 23 février. Un gros merci et venez nous voir si vous revenez à Québec pendant ce temps-là. Absolument, l'invitation est lancée. Merci, Michel. À Merci, bientôt. bonne journée. Monsieur Michel Plante est le président du tournoi de hockey Pee-Wee, tournoi international. Il en a parlé, vous avez entendu tous les pays qui sont représentés. C'est vraiment un événement dont on est très fiers, nous, les Québécois de la ville de Québec. Alors, je voulais absolument, même de Floride, en parler aujourd'hui avec M. Plante. On va s'arrêter pour la pause, mesdames, messieurs. Le mot de la fin tout de suite après. J'ai encore quelques petites choses à vous raconter. On poursuit l'émission maintenant. Je voulais parler de la Grèce aujourd'hui parce que plusieurs nous en ont parlé au cours des dernières semaines. C'est vrai que dans les derniers mois, et même je dirais la dernière année, on n'a pas parlé beaucoup de la Grèce. Pourtant, comme l'Espagne, comme le Portugal, ce sont des endroits
que les Québécois aiment beaucoup aller. Même si on n'en parle pas à la télévision, à travers nos émissions, ça marche toujours très bien. Mais comme vous nous l'avez demandé, on va en parler, d'autant plus que Manon Poitras, qui est avec nous depuis toutes ces années, est une spécialiste de la Grèce. Elle y est allée à plusieurs reprises. C'est elle qui accompagne toujours nos groupes qui partent pour les îles grecques. Alors, on la rejoint à notre studio de Québec pour pouvoir en parler. Salut Manon! Oui, allô François, Calimera. Calimera, bien sûr. Bonjour et bienvenue. Oui. Et ça te plaît toujours de parler de la Grèce? Ben oui, parce que comme tu disais si bien, on n'avait pas bien parlé jusqu'à maintenant. Oui. C'est important d'en parler parce qu'on y va encore en septembre. Mhm. Alors, septembre, c'est un voyage à peu près le même que tu fais chaque année, là. Oui, exactement. C'est le voyage qui est un petit peu différent parce qu'on l'avait dit à l'autre émission, on l'avait ajusté un petit peu. Alors, on y va un peu plus tardivement parce qu'on partira le 16 septembre cette fois-ci. Parce que la chaleur en début septembre est assez intense, François, maintenant, dans les îles, partout en Grèce. Mhm. Donc, encore plus confortable de le faire à la période de fin septembre. La Grèce, pourquoi tu as eu un coup de cœur pour ce pays puis que tu y es allé si souvent? C'est un coup de cœur, effectivement, pour le peuple grec, mais pour les aventures qu'on y vit, pour toute la beauté, les sites archéologiques, l'histoire. C'est tellement intéressant. La Grèce, c'est pour tout le monde. Hein, finalement, qu'on soit en couple, entre amis ou le visiter même avec en famille également aussi. C'est intéressant parce que il y a tellement de choses à découvrir. À toutes les journées, il y a quelque chose de nouveau. Et tout est beau, tout est parfait en Grèce, on mange bien. C'est festif également aussi. Les Grecs sont très festifs. Et quel accueil qu'on a à chaque fois. Et avec notre tour opérateur là-bas, les spécialistes qu'on a, c'est numéro un. Bien souvent, ils sont archéologues ou très calés en histoire, bien sûr, grecque. Donc, ils connaissent bien leur pays et c'est toujours intéressant à chaque journée qu'on soit dans l'autobus avec la route, parce qu'il y a quand même parfois quelques heures de route à faire, mais il n'y a aucune journée qui est ennuyeuse. Même les routes sont belles, les décors. On découvre également aussi un pays qui est montagneux. Les gens en reviennent pas à chaque fois parce qu'ils me disent « Ah, Madame Poitras, on n'aurait pas pensé que la Grèce est entourée des montagnes, des beaux lacs, la mer. » Alors, on a tout en Grèce. Tout pour plaire. Vue panoramique, ça, c'est sûr. Et puis, de façon générale, la Grèce, là, les gens la connaissent bien, c'est le berceau de notre civilisation. Tout a commencé là, les référendums, les élections, toutes les expressions, les mots qui viennent encore, qui existent de nos jours de cette époque. Mais il y a beaucoup de découvertes à faire parce que, oui, on sait c'est quoi la Grèce, mais on ne la connaissait pas si bien tant que ça. Oui, c'est vrai. Effectivement. Donc, il y a plein de choses aussi, nos mots français qui viennent des mots grecs aussi. Fait qu'on apprend ça. Et avec moi également aussi, une petite surprise à chaque fois, c'est qu'on apprend aussi les 10 commandements de la Grèce. Ah oui? Oui. Alors ça, on ne le dit pas parce que c'est une surprise. On apprend aussi un petit peu à parler grec. Même avant de partir dans l'autocar, je montre aux gens un peu les mots principaux, les mots qu'il faut savoir pour, juste pour s'amuser. Puis on mange également aussi des baklava. Ben oui, la nourriture est très, très bonne. Faut pas aimer manger chaud parce que les Grecs, ils mangent très tard le soir et souvent assez froid. Mais c'est quand même bon. Ils ont des plats traditionnels très connus, oui. Oui, parce que la nourriture est excellente. On a même fait de la cuisine cette année. Imagine, François. Les gens, on a cuisiné des salades grecques, des plats grecs, un gâteau même. Alors, c'est très, très intéressant ça aussi parce qu'on cuisine, puis on mange en même temps ce qu'on a cuisiné. Fait que les gens reviennent aussi avec cette expérience-là. Et comme tu disais, oui, la nourriture, elle est tiède. Elle n'est pas très chaude. Nous, on est habitués au Québec de manger bouillant. Oui. Mais en Grèce, on oublie ça. Parce que, premièrement, c'est méditerranéen. La chaleur également aussi fait en sorte que les plats ne peuvent pas être chauds comme nous, on a l'habitude de les manger. Donc, si on mange un plat de pâtes, c'est sûr que la sauce va être quand même tiède, mais c'est vraiment excellent. Ça, c'est sûr. Le fromage feta en Grèce, puis n'importe où dans le monde, ça n'a pas le même goût. C'est sûr. Oui, c'est ça. Alors, c'est un vol direct, toujours, Montréal-Athènes, qu'on fait chaque fois. Et alors, ça, c'est intéressant. On passe quelques jours à Athènes et on fait le tour de la Grèce. C'est un circuit que tu proposes.
on arrive à Athènes, mais on ne reste pas à Athènes. Mhm. On s'en va vers Tolo. Ah oui? Oui. En même temps, ben, c'est le fun parce qu'on arrête déjà à Corinthe. Oui. On va même dîner sur le bord de l'eau à Corinthe. Oui. Fait que ça, c'est le fun. Les gens peuvent manger du poisson, des brochettes grecques déjà, très, très typiques. Et on voit le bateau qui se promène sur le canal de Corinthe. Et alors, c'est très, très agréable. Fait que tranquillement, on sort de l'aéroport, on va prendre notre autocar et ça nous amène jusqu'au canal. Et pour sûr, acheter, bien sûr, les raisins de Corinthe. Hein, il y en a des petits, tout petits, pour manger comme ça en collation ou encore pour la cuisine. Ils sont un peu plus gros, sont golden. Alors, les gens ont le choix d'acheter ça. On les déguste avant et après, on achète ceux qui nous plaisent. Et après, à quelques heures de route, on n'est pas loin, on arrive du côté des Pranos. Et là, on est dans un beach club. C'est le fun parce que on va goûter à toutes sortes d'expériences. Là, on est face à la mer avec les parasols, comme un petit peu un Punta Cana de la Grèce. Ah bon? C'est le côté station balnéaire, là, disons. Oui, station balnéaire, qui n'est pas très loin à quelques moments de route de la première ville, Nopli, qui n'est pas très loin. Alors, on est là maintenant. Et une belle ambiance à l'intérieur de l'hôtel, vraiment beach club, comme si on était dans le sud. Mais on est en Grèce. Souvent, quand on parle de la Grèce, on pense à ces fameux monastères tout en haut des montagnes, là, toute la région des météores. Tu y vas aussi, hein? Ça aussi, on le fait également parce que quand on arrive dans la ville face au météore, les gens ne croient pas. On se voit vraiment comme un décor de cinéma. Alors, on a l'impression que c'est là. Et lorsqu'on va repartir, on va déplacer le décor tellement que c'est surréel. Et ça, c'est une expérience parce qu'on le fait en autobus aussi, débarquer à différents endroits pour prendre des belles photos. Et on visite également 2 météores. Oui. Pas celui qu'on monte 1000 marches jusqu'en haut, là. Oui, exactement. Fait qu'on a oui. 2 monastères cette année. On l'avait l'année passée également. Ça nous fait voir vraiment 2 types de monastères. On ne sait jamais lequel qu'on va visiter parce que c'est le matin même hein, que la guide appelle pour savoir lequel on fait. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on apprend en même temps un petit peu le côté de la religion orthodoxe. Oui. Mais pourquoi ils les choisissent le matin? Évidemment, c'est pareil comme les tombeaux dans la vallée des rois en Égypte. C'est pour protéger les lieux, pour ne pas que tout le monde aille toujours au même endroit au même temps et qu'on puisse, pendant des années, essayer de préserver un petit peu l'état des choses, des lieux. Donc, c'est pour ça qu'on fait le tour des météores et on le sait à la dernière minute, lequel de ceux qu'on va visiter pendant la journée. Exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'on visite ça, on fait la tournée de toutes ces beautés. On mange en montagne, puis après, on a un petit peu de temps libre pour visiter en bas Kalambaka. Ah oui, Kalambaka, avec ses belles olives noires, il ne faut pas manquer ça. Et puis, il y a les îles. Et évidemment, un circuit en Grèce doit absolument passer par les îles grecques. Les plus célèbres, tu les fais dans ce voyage. Oui, exactement. Fait qu'on prend maintenant une nuit qui est à côté pour nous faciliter parce que c'est très tôt le matin où on prend les fameux ferries. Oui. C'est la première fois que je les prenais, François, et je veux le dire. J'ai été impressionnée par la qualité de ces ferries-là. Donc, on dort au Pirée. L'autobus vient nous chercher le matin très tôt. On a un petit lunch avant d'embarquer sur le bateau et ça nous amène au Pirée pour prendre notre premier ferry. Ouais. La traversée est quand même de 8 heures. Ouais. Mais ça se fait très, très bien parce que c'est très confortable. On a des places assignées, des beaux bancs de cuir très larges. Alors, les gens ont la possibilité de dormir même dans ces bancs-là. Moi, j'ai dormi pratiquement tout le trajet. Il y a des gens qui aimaient se promener à l'extérieur. Il y a de la restauration également aussi. Vous avez une restauration, un petit café. Il y a même un fast-food qui est connu en Grèce qui s'appelle le Goodies. Ah oui, Alors, oui. on a une boutique hors taxe même sur le bateau. C'est vraiment le fun parce que c'est très, très propre. Et c'est des bateaux environ entre 900 et 1600 passagers. Maintenant, ces traversiers t'amènent Oui, à Mykonos, à Santorin, toutes ces belles îles. exact.
Fait qu'on s'arrête à Mykonos et bien sûr, on va visiter aussi Delos, qui est en face de Mykonos. Oui. Hein, espèce de site sanctuaire archéologique qui a été découvert dans les années 60. Hein, un très beau terrain de jeu pour les archéologues. Et c'était des commerces qu'on trouvait à l'époque. Alors, c'est très impressionnant de le visiter comme ça à pied, avec les explications de notre guide local. Et on visite, bien sûr, Santorin. On est 3 nuits à Santorin. Là, ça vaut la peine d'en profiter pleinement. C'est la plus belle île. On dit l'île merveilleuse, on dit l'île des dieux également, lorsqu'on parle de Santorin. Oui, exactement. Parce que quand il va en croisière, on était là une demi-journée. C'est pas beaucoup. Alors là, on a la chance d'être proche de la plage noire. Hein. Il y a 3 sortes de plages à Santorin, la blanche, la rouge, et nous, on sera près de la noire. Et tout est à côté. Hein. Il y a des petits restaurants, il y a la plage, environ une vingtaine de minutes, mais on fait tout avec le guide local, le parcours. Donc, on va visiter Fira une soirée, le tour de l'île de Santorin de bout en bout et du temps, bien sûr, où les dômes bleus, hein, comme dans l'annonce de Yogo, à Ia. Oh, Ia, oui. Oui, alors on passe du temps là aussi. Mais le soir, c'est le fun à Fira. Hein, on passe la soirée à se promener, être pas loin du téléphérique. Il y a toutes sortes de magasins, de petits cafés. C'est très, très relax. Alors, les gens n'ont pas besoin de prendre quoi que ce soit de taxi puisqu'on les amène et on les ramène par la suite à l'hôtel. Donc, c'est vraiment un beau circuit, là. Tu l'as expliqué rapidement, mais on voit que vous faites tout le tour du pays. Vraiment le tour. Et même, on va voir à Okrotiri, la fameuse cité qui est ensevelie par les cendres également aussi, qui est restée quand même intacte. On voit encore des vases à l'époque, des choses qui sont restées pratiquement telles que telles. Alors, ça aussi, c'est très, très spécial. Hein, on n'a pas le temps, normalement, d'aller voir le tour complètement et d'aller voir ce côté-là. Et les gens ont beaucoup apprécié la dernière fois aussi. Donc, on peut dire gastronomie, mer, sable, plage, vacances, histoire, archéologie. Il y a de tout dans ce voyage. Dans le même voyage, à bon prix en plus. Fait que les gens qui vont me téléphoner, vous allez voir qu'on a un super tarif. Vraiment, au-delà de la compétition, bien sûr, comme d'habitude, on garde toujours nos bons prix pour offrir une qualité à notre clientèle, mais à prix accessible. Oui. Alors, c'est pour le 16 septembre. Vous êtes parti à peu près 2 semaines, pas loin? Oui, alors 16 septembre au 2 octobre cette année. Ah, 16 au 2. Donc, c'est un beau 15 jours, ouais, 13 jours de visite de toutes sortes. Exactement. Et on y va en groupe, évidemment. Tout se passe en français. La dernière fois, tu avais une excellente guide. J'ai eu des photos d'elle. Je ne sais pas si elle sera là cette année. Une guide vraiment particulière, archéologue de métier. Ah, oui. Là, on ne peut pas avoir mieux. Alors, c'était vraiment incroyable parce que toutes les explications qu'on a eues avec cette personne-là étaient sympathiques également. On a eu beaucoup de plaisir avec elle et en même temps, elle a appris les danses grecques à notre clientèle. Ah oui, c'est une danseuse. À Paros. Et là, à Paros, c'est un hôtel qui est un petit peu plus festif. Alors, les gens qui étaient là, les serveurs, ont mis de la musique. Et les gens ont veillé jusqu'à environ minuit, danser avec les danses grecques. Ils ont pris du louzo parce que ça aussi, à la première soirée, on est accueillis avec un bon repas, avec bien sûr la boisson locale. Et le dernier repas également aussi, très, très festif, à la Plaka. Alors, tout est là pour s'amuser, pour découvrir, pour s'enrichir, pour faire des découvertes incroyables, parce que c'est un voyage que comme l'Italie, on a dans le cœur toute notre vie. Ben, tout vient de la Grèce. Hein? Même ce qu'on aime en Italie, ça a été découvert en Grèce par Jules César d'abord, quand il disait on les plus forts, les Romains, des bons guerriers, mais comme ils sont intelligents, en parlant des Grecs. Alors, c'est le berceau de notre civilisation, de notre vie moderne d'aujourd'hui. Alors, il faut absolument voir la Grèce une fois dans sa vie. Et tu y vas depuis tellement d'années que tu es une guide accompagnatrice parfaite. Alors, ceux qui veulent te joindre à ce voyage et à toi, au Voyagistes de Québec, évidemment, pour le 16 septembre prochain. Merci pour toutes ces informations.
Oui, ça me fait plaisir, François. Toujours un grand plaisir de parler de nos produits, de la Grèce également. Alors, vous remercie vraiment tout le monde, mais on attend vos appels. Oui, Parce qu'à on chaque fois, t'appelle. les groupes sont reconnaissants de ce qu'on leur offre. Et bon, donc, c'est un plaisir de les accueillir à chaque fois avec un grand plaisir et avec des souvenirs inoubliables. Merci beaucoup. À bientôt, Manon. Bye-bye. Bye, François. Bye. À bientôt. Depuis Québec, à l'Agence du voyagiste de Québec, parce que nous avons un studio ici, chez Voyagiste USA, où vous nous voyez tous les matins, mais nous en avons maintenant un autre à Québec également pour, quand je ne suis pas en Floride, je suis à Québec. D'ailleurs, dans le début de l'émission, on le dit clairement, de Québec, de Floride ou de n'importe où ailleurs dans le monde. Alors, on est en Floride aujourd'hui, Manon était à Québec et demain et dans les prochains jours, nous serons à Las Vegas pour faire la même émission. Alors, puis l'Italie après et d'autres villes encore. Alors, c'est ça le podcast de François René. On peut être n'importe quel matin, n'importe où dans le monde pour vous. On s'arrête là-dessus. Ensuite, le mot de la fin. Merci à mes invités d'aujourd'hui. À vous d'avoir été là. En terminant, un petit mot sur mon voyage en Italie. Je le disais tantôt, je le fais en avril bientôt. Il reste quelques places, ceux qui veulent venir. Et puis, au mois d'octobre également. Rome, Sorrento et la côte amalfitaine. J'ai eu l'occasion d'annoncer, d'en parler souvent. C'est le voyage le plus populaire chez nous. Mais pourquoi je veux y revenir en terminant, c'est que je vous ai parlé sérieusement de Michel-Ange, des musées, des églises, des endroits où nous allons lorsque nous faisons cette journée Michel-Ange et que nous visitons Rome et Florence, la ville musée à ciel ouvert, mais on va à Venise également, pour ceux qui veulent, et sur la côte amalfitaine. Mais c'est un voyage extrêmement festif. Oui, il y a de l'histoire. Oui, il y a des moments très touchants, solennels, je dirais même, lorsqu'on rentre dans la basilique de Saint-Pierre ou qu'on voit les œuvres dont j'ai parlé en début d'émission. Mais indépendamment de tout ça, c'est vraiment un voyage de fête que je propose parce que j'ai plein d'amis là-bas qui, depuis au moins 15 ans, je fais le même voyage avec les mêmes gens aux mêmes endroits, même hôtel et surtout même activité. Alors, on va à Capri, qui est une île paradisiaque. Même les empereurs à l'époque 12 des empereurs romains ont eu une villa de vacances à Capri. Donc, c'est pas aujourd'hui que c'est une île qui est un petit paradis. On va chez l'habitant également, manger, c'est Sergio, un buffet extraordinaire dans la banlieue de Bologne, où là, c'est le vin qui coule à flot, c'est la nourriture plein la table. Pareil comme les Italiens, on mange 2 et 3 fois plus qu'une. Alors, il y a ce moment très important. On va dans une vinaigrerie également à Modène, voir comment se confectionne et comment ça fonctionne, en fait, la fabrication du fameux vinaigre balsamique. Et puis, on va dans un vignoble également, chez Mauricio. Ça fait des années que je vais là. Et, les gens adorent ça. On goûte à 3-4 vins différents, dont son champagne, entre autres. On mange des charcuteries, des pâtes, tout est fait maison. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup d'activités comme celle-là. De la musique tous les soirs, lorsqu'on peut chanter et danser à notre hôtel. Et puis, quoi d'autre? La pizza à métro, ça, c'est unique. On va dans un petit village à la pizza à métro, à Vico Inquense, où là, Gianni a depuis une 50aine d'années une pizzeria absolument unique où on fait une pizza. Pour nous, en plus, il la fait plus grande. Normalement, elle est au mètre, à peu près 33 pouces et quelques. Mais pour nous, ils en fait une de 6 pieds de long, 16 pouces de large. J'avais jamais vu ça. Les gens prennent des photos. C'est à volonté. 4 sortes de pizzas immenses comme ça, servies pour tout le groupe. Non, mais on a énormément de plaisir. C'est un voyage extrêmement festif, je le répète. On s'amuse, on voit des choses magnifiques. On va sur le Vésuve en haut. On va à Pompéi, l'histoire immense de ce site archéologique. Et combien de choses encore. Bien sûr, s'il fait beau, la piscine.
on peut aller à la mer, malgré qu'au moment où on y va, en avril ou encore en octobre, on n'y va pas vraiment pour le bord de mer, mais plutôt pour tout ce que je viens de décrire. Alors, je voulais terminer en vous disant que mon voyage en Italie, c'est l'histoire, ce sont les musées, les églises, mais c'est également le plaisir de visiter la côte amalfitaine, de voir des vues panoramiques extraordinaires, d'Ala-Positano à Sorrento et dans les beaux villages de la côte, vignobles, gens du pays, manger chez l'habitant et tout le reste. Alors voilà, je voulais faire cette petite précision en terminant. Merci à tout le monde donc. Au revoir, à bientôt. Après les nouvelles, je continue à la radio pour ceux qui sont intéressés. Sinon, demain matin, Télémag, comme d'habitude. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.